Là, ici, Alexis va parler des personnes qui ont viré de bord tout d'un coup, tu sais. On parle de François Méléga, Mélie-Paul. Là, il va parler d'un autre. Mais moi, je vais vous parler, je vais vous dire que j'ai inclus Diane Lorion, puis Marie-Danielle Tremblay, puis une couple de personnes qui étaient dans nos amis avant. Puis qui sont tout d'un coup, ils sont proches de Queen Romana, puis d'un coup, ils ont viré de bord. Ils ont juste viré de bord. À cause de Ceux qui David comprennent Quigley, pas ça, là. heureusement, ne sont pas dans la game, ils ne sont Personne pas des n'en parle, ça, décideurs, vous puis avez ils un ami. n'ont pas été des concepteurs du plan. Si on se serait basé sur eux, on serait encore au 18e siècle. Mais voilà, Bon, mais où on serait encore prisonnier des mondialistes. C'est des gens qui sont facilement manipulables. Yuval Noah Harari disait les humains sont des animaux piratables, ces gens-là ont parti du loup. Et donc, le moment Waterloo de l'establishment mondial. Mais avant ça, je vais devoir faire un petit aparté sur Jean-Dominique Michel. Malheureusement, je sais que vous n'aimez pas ça, il est sur X, lui. mais il va falloir le Peut-être ici faire aussi, sur parce Facebook. qu'il surenchère. Il continue à insinuer que Trump couche avec des petites filles et c'est extrêmement pernicieux son truc. J'avais fait une sortie contre Mike Borowski dans un des web journaux. Vous aviez pas vraiment aimé ça. Ben, en fait, certaines personnes, c'est pas tout le monde aime, c'est juste on se rappelle des commentaires. Mais à sa décharge, Mike Borowski a fait son mea culpa. Il a dit ouais, je me suis trompé. Il a pris en compte des éléments que les gens lui ont apportés. Puis il a dit je me suis trompé. Trump, et donc félicitations à Mike Borowski pour ce revirement, ce mea culpa, etc. C'est probablement un signe d'intelligence. Et donc, mais c'est pas le cas pour Jean-Dominique Michel qui a rejoint officiellement le camp des Black Bill. Et je vais devoir faire ça. Et donc, donnez-moi le 5 minutes qu'il faut pour le faire, là, parce qu'il faut que vous compreniez, étant donné que ça vient de notre camp, supposément de notre camp. Encore une fois, dans une guerre de 5e génération, qu'est-ce que l'ennemi fait? Ben, c'est qu'il essaie de retourner, il fait exactement, c'est le contraire, c'est-à-dire que les mondialistes ont perdu à cause d'une stratégie de guerre de l'information sur Internet. Et donc, Trump qui essaie de revirer les Soros et les Larry Fink de ce monde, etc. Du côté des mondialistes, ce que tu veux faire, c'est retourner des influenceurs sur Internet. Et ça a l'air que Jean-Dominique Michel fait partie de ceux qui ont été retournés sur Internet avec ses propos. Et c'est extrêmement pernicieux, sa façon d'opérer, parce qu'il dit, genre, je ne suis pas dans la pensée sectaire, je me pose des questions, mais c'est tout à fait faux. Il fait des affirmations, il répond, il est extrêmement pernicieux. Et généralement, ce qui est dangereux avec ça, c'est que ça passe pour un certain nombre de personnes. C'est des personnes très, très gentilles, là, que si tu leur dis n'importe quoi avec un sourire, ça va passer. Si tu montres que tu donnes la parole à tout le monde, ça va passer. Mais après ça, genre, le venin est rentré. C'est-à-dire que si tu veux empoisonner quelqu'un, hein, tu sais, du cyanure, tu mets pas du cyanure, tu veux pas que ça goûte le cyanure, tu veux mettre ça comme, tu veux ajouter un petit peu de sucre pour faire passer ça. C'est ça qui fait Jean-Dominique Michel. Il dit, oh, je me pose des questions. C'est pas vrai. Il ne se pose pas des questions. Il affirme que Trump couche avec des petites filles, que Trump est un vote en guerre, etc., contre toutes les preuves. Et donc, il va beaucoup plus loin même que les médias traditionnels. C'est ça qu'on doit comprendre. Et donc, allons-y avec lui. C'est dans le dernier web journal, j'avais montré la photo de Jacques Villeray. C'était en fait François Pignon. C'est pas Jacques Villeray. Et j'avais fait la blague, est-ce que c'est le jeune Jean-Dominique Michel? Les gens m'ont dit ah, Alexis, tu t'es trompé. Comment? Je veux dire, un petit effort, la gang. Là. Je ne me suis pas trompé, c'était un clin d'œil, mais là, on se pose quelle question? Je veux dire, quelle est allons-y comme ça, quelle est finalement la vraie nature de Jean-Dominique Michel? C'est Hannibal Lecter ou François Pignon? On voudrait que ce soit François Pignon. Vous me pardonnerez cette gauche. On voudrait que ce soit François Pignon, mais c'est pas le cas. Et donc, on va faire ça avant de passer à RFK. On va aller à Jean-Dominique Michel. Je vais tout de suite... il faut le faire occasionnellement, comme je l'ai fait avec Mac Borowski, comme on l'a fait avec... Et là, les gens disent liberté d'expression. Liberté d'expression. Mais Alexis, il a la liberté d'expression. Ben oui, il a la liberté d'expression. Il peut dire ce qu'il veut, puis moi, j'ai le droit de répondre. Comme lors de la COVID, Olivier Véran avait la liberté d'expression. Il pouvait dire ce qu'il voulait sur la COVID et on pouvait le reprendre, n'est-ce pas? Même chose avec Horacio Arruda. Quand Horacio Arruda racontait des conneries, on le reprenait, on prenait ses clips, puis on le reprenait, et puis il y a la liberté d'expression. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis nous autres aussi, on peut dire ce qu'ils veulent. Mais quand quelqu'un dit de la bullshit, faut le dire. au sujet de la COVID ou des choses comme ça, ou la petite Greta Thunberg, on la reprend, ben on peut aussi reprendre Jean-Dominique Michel quand il raconte des enneries épouvantables. Il n'y a pas de personne intouchable, et ça, c'est un truc dans la
dissidence sur Internet, là, étant donné que quelqu'un a fait ses tenues debout durant la pandémie, là, tout d'un coup, on est du même camp. On n'est pas du même camp du tout. Là, il faut comprendre les différences et ça devient un personnage intouchable qu'on ne peut pas critiquer. Laissez-moi vous montrer comment ça va se passer. Premièrement, les gens, je vais vous donner des cas, dans un cas que j'ai bien vécu de retournement d'un média dissident lors de la campagne de 2015-2016. Donald Trump est rentré contre toute attente et il y a les médias alternatifs qui l'ont fait rentrer, des médias comme Breitbart News Marc-André et The Drudge Report. Marc-André Lavoie, ouais, lui aussi, il virait de bord. Drudge Report qui avait des dizaines de millions de vues par jour durant la campagne de 2015-2016. Des soutenaient Trump et tous les journalistes allaient sur Drudge Report voir, c'est un agrégateur de nouvelles. Et c'est une des raisons pour lesquelles Trump est rentré. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin 2018, début 2019, je ne me rappelle pas exactement la date. Tout d'un coup, du jour au lendemain, Drudge Report a changé, sa ligne éditoriale est devenue 100% anti-Trump. 100% anti-Trump. Hein? Et ça, juste des mauvaises nouvelles sur Trump. Et Trump l'a dit en entrevue. Qu'est-ce qui se passe avec le Drudge Report? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a acheté, ils ont donné à Matt Drudge, le créateur du site, ils ont donné des dizaines de millions de dollars à Matt Drudge, étant donné que c'était un pion. Une pièce maîtresse dans la stratégie informationnelle. Ils l'ont littéralement acheté. Comme Trump veut acheter le Groenland, ils ont acheté Drudge Report et ils l'ont retourné en truc anti-Trump. Okay? Ils ont fait ça avec d'autres influenceurs, on en a déjà parlé. On pourrait parler de François Maléga ici, qui du jour au lendemain, qui était tout correct avec Trump, du jour au lendemain, a commencé à dire RFK fait partie de l'État profond. Mike Flynn, RFK, ils font partie de l'État profond, Trump est compromis, etc., etc. Du jour au lendemain, 3 semaines avant l'élection, même chose avec Amélie Paul, qui disait que RFK était contrôlé par Pfizer. Elle a changé sa ligne du jour au lendemain. Ils sont tous pareils, ils sont tous... je sais que vous n'avez pas ça quand on va là, mais il faut y aller parce que sinon vous êtes naïf. Ouais. Vous faites bourrer par des personnes avec un sourire. C'est tout fait et c'est pas parce que quelqu'un s'est fait un nom durant la COVID, y compris moi. C'est pas parce que quelqu'un s'est fait un nom durant la COVID que vous devez... qu'on lui doit... doit le croire sur parole tout le temps. On doit le croire sur parole jusqu'à la fin. Qu'il n'est pas retournable. Ces gens-là ont fait des 180 degrés. Comme Drudge Report, exactement comme Drudge Report. Et comme je l'expliquais, c'est ça, c'est le camp d'en face aussi veut retourner nos pions, les influenceurs, etc. Puis on l'a remarqué. Okay? Donc, liberté d'expression, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, on a le droit de critiquer comme on critiquait durant la COVID. Et 2, on n'est pas dans le même camp. Il y a des personnes dans notre camp qui se font retourner, comme il y a des personnes dans le camp d'en face qui se font retourner. Et vous devez voir ça. Troisièmement, sur le langage, des fois, il dit il faut être respectueux, il ne faut pas utiliser de gros mots, etc. Qu'est-ce que vous pensez de Trump? C'est la façon de faire. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on disait Arruda, il faut brasser la cage. C'est des salopards, etc. En 2020, c'est devenu comme une espèce de... à un moment donné, il faut que les gens le ressentent, là. Il faut qu'ils... il faut arrêter de dire que c'est des bonnes personnes. Tu parles toujours poliment et tu élèves les autres. Les gens restent assis sur leur cul et ils ne voient pas, ils restent dans leur confort, etc. Et donc, aux États-Unis, ils sont agressifs verbalement. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de battre les mondialistes. Tant qu'on va rester dans notre politesse francophone, on va rester assis dans notre confort et il ne va rien se passer. Éventuellement, il faut brasser la cage et dire les vraies choses. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, il nous dit, je veux juste pointer certaines choses du doigt. Je m'excuse encore une fois. Premièrement, lui-même, dans certaines de ses réponses, il est extrêmement acerbe sur Twitter. Il a un visage à la caméra, c'est-à-dire quand il fait des lives, il est très doucereux. Il invite Sylvain Laforêt, il invite Stanislas Berton. Puis après ça, sur Twitter, c'est tac, 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 tac. Il démolit, il n'entend rien. Et donc, on doit se poser la question à savoir s'il y a un agenda politique. La question que je pose ici, c'est est-ce que c'est le François Pignon de la dissidence? Je ne pense pas que ce soit le François Pignon de la dissidence. Je pense que c'est bien pire, parce que François Pignon est simplement innocent, il ne comprend pas le contexte. On pourrait dire Jean-Dominique Michel ne comprend pas le contexte, mais c'est pas ça du tout. Et ça va beaucoup plus loin que ça, son truc. À titre d'exemple, Patrick Cohen, la semaine dernière, lors de sa rentrée, se posait la question à savoir, un Trump français est-il possible? Il disait que Trump était une menace à la démocratie. Eh bien, Jean-Dominique Michel va beaucoup plus loin que ça. Il va insinuer que Trump était le meilleur ami de Jeffrey Epstein et qu'il, il le fait pernicieusement. Il dit
Et pour commencer à comprendre que Cossette est peut-être à côté de la plaque, il faudrait quoi? Que Trump viole une mineure en direct. Il faudrait que Trump viole une mineure en direct. Il fait ça par de façon extrêmement pernicieuse en disant que Trump c'est le meilleur ami d'Epstein. Il faudrait que quoi que tu vois visuellement que Trump viole des mineurs. Hein, tout en disant non, 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 je n'ai jamais dit que Trump était un pédophile, ça serait grotesque. Non, non, je n'ai jamais dit que Trump était un pédophile. Non, tu as juste insinué que c'était le meilleur ami d'Epstein, puis que pour qu'on se réveille, il faudrait qu'il viole une fille en direct. Tu sais, c'est toujours sur deux tables. Donc, il est extrêmement hypocrite, extrêmement pernicieux, mais j'espère que je ne suis pas comme ça. Honnêtement, les gens peuvent me critiquer, on me critique, je bloque massivement. Mais il me semble que je ne suis pas comme ça. Il me semble que je ne suis pas, genre, j'ai pas deux discours, j'ai toujours un discours. J'ai fucking juste un discours sur à peu près tous les sujets depuis 2018. Lui, c'est comme, il change de tableau comme ça, et les gens le voient pas. Les gens le voient pas. Oui, je cherche la vérité, blablabla. Tu cherches pas la vérité, tu craches de la désinformation autant que tu peux. OK? Il dit notamment, il essaie de nous faire avaler que Trump est un va-t-en-guerre. Tu vois ici, dans ce tweet-là, la semaine dernière, il dit genre, il montre une vidéo de Marco Rubio qui critique l'administration de Maduro en listant comme un certain nombre de crimes ou de trucs que l'administration Maduro a fait. Là, il implique que Trump va partir en guerre. Il dit, mais non, depuis que Trump est au pouvoir, ce genre de va-t-en-guerrisme débile et criminel est remis au placard, voyons, en insinuant que Trump va faire la guerre, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de guerre sous Trump. Même mon père l'avait admis, ça. Mon père qui détestait Trump, avec qui je ne m'entendais pas, je lui avais dit, père, il n'a pas déclenché de guerre, il ne fait rien. Puis la fois où il a lancé une bombe, par exemple, sur l'Iran, c'est pour fermer la guerre et non pas pour ouvrir la guerre. C'est fermer, tu sais, ça a littéralement fermé la guerre de 12 jours, tu lances, puis l'Iran est bien content de ça. Tu vois, c'est comme finalement, ceux qui reçoivent les bombes, entre guillemets, sont contents. Mais tu sais, il essaye. Donc, il est comme une des seules personnes qui essaie de nous faire avaler que Trump est un va-t-en-guerriste et que Trump est compromis avec Epstein. Alors que, rappelez-vous ce que j'ai dit, que je vais terminer bientôt, là. Okay? Je sais que vous voulez comme qu'on passe à RFK, mais vous devez comprendre la nature du personnage. Parce que vous l'adulez, pas vous. Certaines personnes l'adulent. Mais il est extrêmement, comme je disais, pernicieux, hypocrite et on n'est pas du tout dans le même camp. Il s'est passé quelque chose avec Jean-Dominique Michel. Si tu regardes ses tweets d'il y a 6 mois et plus, il ne parlait pas de Trump. C'était comme un non-sujet. Puis là, tout d'un coup, comme Amalega et d'autres, tout d'un coup, c'est devenu comme un espèce de trope. Le Trump, une obsession. Trump, il couche avec des petites filles, Trump, etc., etc. Comme Marie-Danielle et Diane Lorion, comme d'autres personnes ont été retournées. Aussi, là. On pose la question avec un point d'interrogation. Les amis à eux autres, là. Toute une gang pareille. Et donc, c'est pas parce qu'il était correct en 2020 qu'il est rendu correct maintenant puis qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Hein? Donc, vous voyez, comme ça ici. Donc, il implique que Trump couche avec des petites filles alors qu'on a montré, il est le seul, il est le dernier. Même les médias maintenant n'affirment plus que Trump est compromis. J'ai expliqué la semaine dernière que le Washington Post avait fait une enquête en profondeur. J'ai expliqué que les avocats, les deux avocats et les avocats des victimes et l'avocat de Jeffrey Epstein, des gens avec une crédibilité, béton, disent qu'il n'avait absolument rien sur Donald Trump. On a parlé des victimes elles-mêmes, Jennifer Giuffre et puis l'autre aussi, Soberg, on dit qu'il n'y avait rien. Le ministre Bill Barr a dit qu'il n'y avait rien. Ghislaine Maxwell a dit qu'il n'y avait rien, etc. Et donc, qui il reste? Il reste, j'avais dit, voici une photo de Jean-Dominique Michel jeune, mais c'est le dernier qui continue à affirmer qu'il y a un truc entre Trump et Epstein, puis qu'il n'a pas utilisé une stratégie d'effet Streisand, etc. Et donc, on a les journaux, on a à la fois les deux avocats de la défense, c'est-à-dire l'avocat des victimes, Edwards, et l'avocat du coupable, Sean, qui disent « il n'y a rien ». Tu comprends-tu? Les deux avocats. T'as entendu les deux avocats. Marie-Danielle, il n'y a pas juste les deux avocats, il y a aussi les victimes elles-mêmes. Donc, et la poursuite et la défense disent qu'il n'y a rien sur Trump. Et puis après ça, il y a les victimes elles-mêmes et les criminels, Ghislaine Maxwell, c'est-à-dire les victimes et ceux qui ont perpétré le crime qui disent qu'il n'y a rien. Vous comprenez? Ah, puis l'intelligence artificielle aussi, et la défense. Dirigée par la victime et le bourreau. C'est complet, le spectre est complet. Sauf François Pignon qui continue à affirmer
qu'il faudrait qu'on puisse voir Trump violer une petite fille en direct pour réaliser que Cossette est dans l'erreur. À quel point c'est... Mais là, rendu là, est-ce qu'il est réellement innocent? Est-ce que c'est réellement la trope, là? Est-ce que c'est réellement François Pignon ou c'est plus pernicieux que ça? OK? Et là, je lui ai remis le nez dans son caca la semaine dernière en montrant une de ses vidéos où il dit « L'enfant a une sexualité ». Jean-Denis Michel défend la sexualité des enfants tout en accusant Trump d'être un pédophile. Là, il s'insurge. J'ai affirmé exactement le contraire. Blablabla. Il s'est pris la tête avec Ariane Bileran sur la sexualité des enfants. Il l'a même bloqué. Donc, Ariane Bileran qui dit « Il n'y a pas de sexe ou on ne doit pas parler de sexe avec les enfants ». Marion Sigaud qui dit exactement la même chose, il s'en insurge. Parce que même si Jean-Dominique Michel, dans son propos sur la sexualité des enfants, ne dit pas genre les enfants sont sexuels et donc on devrait avoir des rapports avec eux, c'est pas ça qu'il dit, là. Je n'essaie pas d'insinuer ça du tout. Mais juste le fait de dire les enfants, puis vous voyez, ça a un lien avec le sujet qu'on... Juste le fait de dire les enfants ont une sexualité, ça mène à une prise de contrôle de l'État. C'est-à-dire que tu as des scientifiques qui vont dire oui, les enfants ont une sexualité, puis après ça, tu as tout l'État qui arrive, sexualité des enfants de 0 à 12 ans, ça rentre dans le curriculum scolaire, etc., etc. Que savoir sur la sexualité de mon enfant? Il a tout fait ôter ça, pas des écoles, peut-être pas lui, là, mais Trump, je pense. Les enfants ont une sexualité. Tout fait ôter les livres qui parlent de sexe. Objectif et objectivement contrôlable et théorisable, et tu annonces, tu lances une prise de contrôle de l'État, c'est-à-dire tu permets scientifiquement une prise de contrôle de l'État, le consentement lié à l'intimité, décidé pour évoquer le sujet avec son enfant. Regardez les petits dessins, c'est pour les enfants de 8 ans, là. OK? Et donc, juste le fait de théoriser une sexualisation de l'enfant, ça nous amène à une prise de contrôle de l'État, finalement, comment dire, l'OMS et tout ça, tout en affirmant, en tout cas, et ça, c'est sans compter le fait que Jean-Dominique Michel était bon ami de Gabriel Metzneff. Gabriel Metzneff, visé par une deuxième enquête pour viol sur mineur. C'est un bon ami de Gabriel Metzneff. Il me semble que tu lances pas des pierres quand tu es dans une maison de verre, Jean-Dominique Michel. Tu accuses Trump d'être un ami d'Epstein, mais tu es toi-même l'ami de Gabriel Metzneff, un des pédophiles les plus connus en France. Il y a eu un clash à l'émission, je ne me rappelle plus c'est laquelle, entre Denise Bombardier et Metzneff. Elle l'accusait justement parce que lui s'en vantait, il dit de coucher avec des petites filles de 12-13 ans dans ses livres. Il s'en vantait. Dans les années 70, là, il se vantait de ça dans ses livres. Une belle petite fille de 12 ans, blablabla. Et dégueulasse. Jean-Dominique Michel était son ami. Hein? Donc, respectueusement, est-il vrai que Michel Maffesoli était un proche de Gabriel Metzneff? Ils ont été relativement proches à une époque, moins proches toutefois que Trump et Epstein. Et comme Trump, ça n'implique pas évidemment que Maffesoli est... Et lui, c'est un proche de Maffesoli. C'est ça, je m'excuse. C'est pas Metzneff, c'était Maffesoli. Et donc, mais c'est ça, le fait de parler de sexualité, ça ouvre la porte à une prise de contrôle de l'État. Ouais. Et donc, tout ça pour dire, et ça, c'est sans compter, genre, le fait qu'il ne tient pas en compte tous les ordres exécutifs qui ont été signés par Trump. Tous les ordres exécutifs qui ont été signés par Trump sur la traite d'enfants, etc., puis toutes les mesures prises par l'administration Trump, il va continuer à affirmer que Trump, le lien avec Epstein, etc. Et donc, voilà, je vais terminer là-dessus, et tout ça pour dire que ce qu'il affirme quand il dit, genre, il faudrait qu'on voit Trump violer une petite fille pour... C'est bien pire que Trump Hitler, et ça veut dire que tout ce que Trump fait, ça remet en cause tout ce que Trump fait. Ça remet en cause tout ce que Trump fait. C'est-à-dire que Trump est un pédophile, ami d'Epstein, donc il est contrôlé. C'est bien pire qu'Hitler, là. Il est contrôlé, c'est un pervers narcissique, il viole des enfants dans son sous-sol. Et là, donc qu'est-ce qu'il fait avec RFK, etc. Et donc, c'est ce que je voulais... tout ça sans prendre aucune considération de ça ici. Le fait que tout le monde éclaire Trump, des victimes à la poursuite de la défense, les victimes et les bourreaux, tout le monde, lui continue. Alors, on espère qu'un jour, il fera un mea culpa comme Mike Borowski, mais on ne retient pas notre souffle. Allons-y.
Passons ça. Allons-y avec ce qui se passe avec RFK cette semaine. Je m'excuse pour ce long aparté. Ce long aparté sur... mais il fallait que je le claire. Ça me pèse sur la conscience, il fallait que je le claire. Donc, RFK, 4 énormes nouvelles cette semaine. Donc, RFK exige maintenant des programmes d'études en nutrition dans les écoles de médecine. Hein? Et donc, voilà, si les médecins affirment que l'initiative de Kennedy en faveur de l'éducation nutritionnelle en médecine est une bonne idée, en théorie. Et ici, vous voyez, RFK s'attaque aux recommandations alimentaires américaines parce que RFK affirme que 60% des Américains souffrent de maladies chroniques et que d'inflammation, maladies chroniques, d'obésité, etc. Et que ça, c'est lié en très, 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 très grande partie à l'alimentation. Et donc, les Américains sont... abonnés aux médicaments et sont abonnés à l'industrie pharmaceutique, au service de l'industrie pharmaceutique, essentiellement parce qu'ils mangent mal. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu règles le problème de la nutrition, tu coupes les profits des pharmaceutiques. Vous comprenez? Donc, l'industrie pharmaceutique, et rappelez-vous le livre de Claire Sévrac, Le complot contre la santé, où est-ce qu'elle explique le lien entre Big Pharma et Big Agro. L'industrie agroalimentaire et Big Pharma, les Monsanto et Bayer, les fusions entre la nourriture et les médicaments. Il y a une raison pour tout ça. Et donc, parce que si tu n'es pas en santé à cause de ce que tu manges, ben, tu vas consommer des médicaments pour régler les problèmes causés par ton alimentation déficiente. Et lui s'attaque directement à ça. Et puis là, quand j'ai vu ça passer cette semaine, je me suis encore dit, imagine ceux qui pensaient il y a quelques mois encore, qui affirmaient que RFK était contrôlé par Pfizer. Je m'excuse, c'est ce genre de truc-là qui m'énerve. Ça me reste dans... Moi aussi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tous ceux qui comptent des menteries. Des gens malhonnêtes. Dans le travers de la gorge, soit zen, Alexis, etc. Non, je ne suis pas zen. C'est comme quand vous entendiez les trucs d'Olivier Véran ou des énormités d'Horacio Arruda. Ce genre de stupidité me pue au nez, puis c'est ça qui me craint puis qui me donne envie de faire un web journal. Je m'excuse, je suis comme ça. Et donc ça, c'est voilà. Déjà énorme sur la COVID. Puis ça, ce que je vous explique ici, ça s'ajoute à tout ce que j'ai expliqué dans les autres web journaux sur la santé.